Bienvenue pour cette exploration de sources assez incroyables sur la mesure de notre monde. On va commencer fort, avec une expédition scientifique française, 1735, direction le Pérou. Ah oui, l'expédition de Bouguer et la Condamine, une aventure qui, comment dire, qui a viré au cauchemar en fait. C'est peu de le dire, les sources parlent de rivalités terribles entre les chefs, de maladies, de dangers constants, d'assassinats même. Tout à fait. Mais derrière ce chaos, il y avait une vraie quête scientifique, une question majeure pour le XVIIIe siècle. La forme de la Terre, c'est ça? Exactement. Quelle est sa forme précise? Isaac Newton, lui, avait prédit qu'elle serait aplatie au pôle, à cause de la rotation. Logique. Mais tout le monde n'était pas d'accord. Exact. Non, justement. En France, les Cassini et père et fils, suite à leurs mesures, pensaient plutôt le contraire, qu'elle était allongée. Donc, il fallait trancher, vraiment. D'où l'idée d'aller mesurer la longueur d'un degré d'arc de méridien, mais près de l'équateur cette fois. Voilà. Si Newton avait raison, ce degré devait être un peu plus court là-bas qu'en Europe. C'était ça le test crucial. Et ils ont choisi les Andes pour ça, pour avoir des points d'observation élevés, j'imagine. Oui, mais au prix de difficultés énormes. Un terrain qualifié de muy accidentado, très accidenté, et une météo souvent exécrable. Des nuages tout le temps. Et au final, après 9 ans de galère, Navant. oui, et de drames personnels, les deux chefs qui finissent fâchés à mort, le verdict tombe enfin. Newton avait raison. La Terre est bien renflée à l'équateur. C'est ça, un peu ironique parce qu'une autre équipe française envoyée en Laponie avait eu le résultat un peu avant eux. Mais bon, Ce qui est fou, c'est cette détermination. Tout ça pour vérifier une théorie. absolument. Et cette question de la forme, ça s'inscrivait dans un mouvement plus large, Newton avec ses Principia Mathematica. La fameuse loi de la gravitation universelle, que chaque objet attire chaque autre objet. Exactement. Et ça posait une autre question vertigineuse. Comment on pèse la Terre? Quelle est sa masse? Peser une planète? Comment on fait ça? Alors, une première piste, suggérée d'ailleurs par Newton et Halley, utiliser une montagne. L'idée, c'est que la masse de la montagne devrait attirer un fil à plomb, le dévier un tout petit peu de la verticale. Et Bouguer et la Condamine ont essayé ça aussi au Pérou, sur le Chimborazo. Ils ont tenté, oui, mais sans grand succès. Les mesures n'étaient pas assez concluantes. Trop d'incertitudes. L'idée n'est pas abandonnée pour autant, si? Non, non. Elle refait surface plus tard, en 1774. C'est l'astronome Neville Maskelyne qui relance le projet, mais en Écosse cette fois. Sur le mont Chialion. J'ai lu qu'il avait été choisi assez soigneusement pour sa forme. Oui, une forme assez régulière, isolée, parfait pour les calculs. Et c'est là qu'intervient Charles Hutton, un mathématicien. C'est lui qui va analyser toutes les mesures de déviation du fil à plomb. Et il a dû innover pour ça, non? Ah oui? Pour gérer la complexité de la forme de la montagne et sa densité supposée, Hutton a inventé quelque chose qu'on utilise tous les jours en cartographie, les courbes de niveau. Incroyable. Et il arrive à un résultat. Il obtient une première estimation de la densité moyenne de la Terre, et donc de sa masse. Environ 5 trillions de tonnes métriques. Pas mal, mais ça dépendait toujours un peu de la densité supposée de la montagne elle-même. C'était la limite. Il fallait donc une approche plus... Directe. En laboratoire, peut-être. Exactement. Et l'idée vient d'un personnage fascinant, John Michel, un penseur qui avait même envisagé l'existence des trous noirs, bien avant l'heure. Et il imagine quoi, Michel? Il conçoit un appareil ultra sensible pour mesurer directement la force de gravité entre des objets là, dans un labo, des objets dont on connaît la masse. Une idée géniale. Absolument. Mais Michel meurt avant d'avoir pu faire l'expérience lui-même. Et l'appareil? Il est transmis à Henry Cavendish, un autre scientifique assez particulier. Ah oui, Cavendish, extrêmement brillant, très riche, mais connu pour être incroyablement timide, presque un reclus, c'est ça? Tout à fait. Il communiquait à peine, surtout avec les femmes apparemment. Mais quel expérimentateur. Et c'est lui qui va utiliser l'appareil de Michel. Oui, en 1797, il perfectionne cette fameuse balance de torsion. Imaginez, deux petites sphères de plomb au bout d'un bras horizontal suspendues par un fil très fin, et de grosses sphères de plomb qu'on approche. Et l'attraction minuscule entre les grosses et les petites sphères fait tourner le bras. Exactement. Une rotation infime mesurée avec une précision diabolique pour l'époque. Cavendish mesure cette force minuscule. Et à partir de là, Eh bien, en mesurant cette force, il peut calculer la constante gravitationnelle, le fameux G de la loi de Newton. Et une fois que vous avez G, vous pouvez calculer la masse de la Terre. et il trouve combien?
Environ 6 fois 10, 24 kg. 6 000 milliards de tonnes métriques. Un chiffre incroyablement proche de la valeur qu'on accepte aujourd'hui. C'est stupéfiant. Il a pesé le monde, littéralement, depuis son laboratoire. C'est fou. Oui. Un travail d'une minutie extraordinaire. Donc on a la forme, on a la masse. Il restait une autre grande inconnue. Mhm. La distance de la Terre au Soleil. Comment on s'est pris pour ça? Ah, ça c'est d'une autre saga scientifique. L'idée clé vient d'Edmond Halley, encore lui. Utiliser les passages de Vénus devant le Soleil. Les transits de Vénus. C'est très rare, non? Très rare. Et Halley comprend que si on observe un transit depuis plusieurs endroits très éloignés sur Terre, la différence de trajectoire apparente de Vénus sur le disque solaire permet, par triangulation, de calculer la distance Terre-Soleil. Ce qui a lancé une sorte de course scientifique mondiale. Exactement. Pour les transits de 1761 et 1769. Des expéditions sont parties aux 4 coins du monde, avec là aussi des histoires incroyables. Comme celle de Le Gentil, qui voyage pendant des années et manque les 2 transits à cause des nuages. Quelle poisse! Le pauvre. Mais d'autres ont eu plus de chance, comme James Cook à Tahiti en 1769. Et en compilant toutes ces observations difficiles, On a enfin eu la distance. oui, on a pu établir cette distance fondamentale, l'unité astronomique, environ 150 millions de kilomètres. Donc, fin du XVIIIe siècle, début du XIXe, on commence à avoir une bonne image de notre planète et de sa place, finalement. C'est ça. Grâce à toutes ces épopées, ces expériences de génie, ces calculs, la forme, la taille, la masse de la Terre, sa distance au Soleil, tout ça a été connu avec une précision assez remarquable. Un monde mesuré, quantifié, mais bon, connaître la taille et la masse, ça ouvre forcément d'autres questions, j'imagine. Tout à fait. Une fois qu'on avait, en quelque sorte, pris les mesures de la planète, une question encore plus fondamentale restait en suspens. Une question qui allait s'avérer extrêmement complexe. Laquelle? Quel âge a la Terre? Maintenant qu'on la connaissait si bien physiquement, depuis quand existait-elle? Et ça, personne ne s'imaginait à quel point ce serait difficile à déterminer.